On va parler du Big Bang, grand sujet. Alors, vous remarquerez que le titre a un petit peu changé parce qu'on avait parlé au départ de l'origine de l'univers et des galaxies. Mais alors, déjà, l'origine de l'univers, c'est un monde. Le Big Bang, il s'est produit en quelques minutes. Mais pour en parler, il faut beaucoup plus que quelques minutes. Alors, on va parler essentiellement du Big Bang. Et puis surtout, je voudrais parler un peu du sens du Big Bang. C'est pour ça que j'ai un peu changé le titre et vous me pardonnerez. On va parler un peu du sens. Tu peux passer à Oui, alors, le point de départ de tout cela, c'est que j'ai sorti un livre il y a 2 mois, Les clés secrètes de l'univers. C'est une histoire complète du Big Bang jusqu'à l'homme et même après. C'est une histoire. C'est-à-dire que je prends chronologiquement tout ce qui s'est passé, tout ça sous un angle scientifique, avec, je dirais, les dernières connaissances en matière de science, mais avec un grand souci de pédagogie. C'est fait pour qu'on puisse comprendre même les choses les plus complexes sans avoir fait forcément des études scientifiques. Alors, on démarre par le Big Bang. Ensuite, on parle peut-être dans d'autres conférences, si j'y suis invité et que ça vous a plu, on pourra parler de l'origine de la vie, de l'hominisation et de l'évolution future de l'univers, de la conscience, le cerveau. Tout est déroulé dans mon livre. Il y a 420 pages de science et de bonheur, je dirais, parce que moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à l'écrire, en tout cas. Euh, nous allons toucher à des questions métaphysiques, car c'est une des raisons pour lesquelles la cosmologie est très, très intéressante, c'est qu'elle flirte tout le temps un petit peu avec la métaphysique. À ce titre, je me souviens d'un cosmologiste qui disait le scientifique euh, monte, escalade la montagne de la connaissance. Mètre après mètre, il gagne en altitude et un beau jour, il arrive au sommet et là, il rencontre un groupe de théologiens qui étaient installés là depuis un bout de temps et qui conversaient gaiement. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'on touche forcément à la métaphysique et il faut que je vous dise, à titre de préambule, deux choses. La première, c'est que je prendrai soin de toujours vous dire ce qui fait partie d'une science fondée, c'est-à-dire vérifiée par l'expérience, c'est la vraie science, la science de Galilée. Ça, c'est la vraie science, je dirais, qui est incontestable. Après, vous avez des théories qui sont prouvées avec des formules mathématiques, avec des formules chimiques, avec différentes formules, qui reposent donc sur le savoir scientifique, mais qui ne sont pas prouvées, et donc qui peuvent laisser un doute. Ça, c'est la zone grise. Et puis, il y a la zone noire, c'est ce qui n'est pas du tout prouvé. C'est ce que j'appelle la science spéculative. Alors, vous en avez des exemples. On dira que on verra que l'origine du Big Bang fait partie de cette zone noire. Nous ne pouvons pas dire aujourd'hui comment s'est déclenché le Big Bang et encore moins pourquoi. Et tout ce que vous pouvez lire là-dessus, c'est, je ne dirais pas du pipeau, mais c'est spéculatif. Et très souvent, ce sont des extrapolations faites par les mathématiques, mais ça frise les lucubrations. Alors vous avez des théories par Stephen Hawking qui sont très sérieuses. Il y en a d'autres par les frères Bogdanov qui le sont peut-être un peu moins. Et tout ça, je dirais que c'est pas de la vraie science, quoi. C'est des idées qui peuvent être intéressantes, mais ce n'est pas de la vraie science. Alors je préciserai tout cela pour que vous sachiez toujours quand on marche à pied sur un terrain ferme, quand on est sur un terrain un peu glissant et quand on est sur aucun terrain du tout. Voilà. Alors, comme on va parler abondamment d'un chanoine, le chanoine Lemaître, qui est l'inventeur du Big Bang, on parlera aussi d'un pape de l'époque. Vous allez peut-être vous dire, est-ce que je ne suis pas un,
un religieux ou un croyant un peu intégriste qui vient vous expliquer comment il faut introduire la religion dans les sciences. Alors, j'annonce tout de suite la couleur. Je ne suis pas croyant, personnellement. Je suis un matérialiste pur et dur. Je suis dans la science depuis 40 ans et c'est ma tasse de thé. Bon, je suis vraiment dans les sciences les plus matérialistes qui soient. Et néanmoins, j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer mes amis qui sont croyants. J'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils pensent. Et je crois que opposer la science et la religion a quelque chose d'absurde. Si vous y réfléchissez, la science couvre un domaine qui est finalement assez étroit. Parce qu'en science, bon, une fois qu'on a expliqué, comme je le fais dans mon livre, ce qui s'est passé au début, les galaxies, les étoiles, la Terre, la naissance de la vie, qui reste un grand mystère tout de même, mais qui commence à s'expliquer, puis l'évolution naturelle, l'homme et le cerveau. Bon, voilà, je viens de dire ce qu'est la science. La science, elle est là et c'est un champ qui est finalement assez restreint. Au contraire, la religion, elle touche des aspects beaucoup plus larges. Simplement, si on se met à parler de l'âme, de l'amour du prochain, de l'art de vivre en société, des valeurs morales, la quête de sens, l'aide aux plus démunis, etc., c'est infini. Et donc, je pense qu'opposer l'un et l'autre, c'est opposer deux domaines, un qui est très vaste et l'autre qui est très étroit. Et ça n'a pas tellement de sens. Alors je terminerai en citant cette phrase de Einstein qui disait « La bigoterie des non-croyants est aussi ridicule que celle des croyants ». Voilà le fond de ma pensée sur ce plan. Alors, Elisabeth, on peut passer à la suite. Nous passons, nous passons. Alors, la grande question, que s'est-il passé? Un beau jour, lorsque, en un endroit minuscule, une explosion fulgurante, vous la voyez sur la photo, a traversé l'espace en créant un univers gigantesque. Je viens de déclamer une phrase qui est une boutade. Cette phrase contient à peu près tout ce qu'il ne faut pas dire sur le Big Bang. Feuille suivante, s'il vous plaît. Alors, je commence par un mot. Que s'est-il passé un beau jour? Non, il n'y a pas eu de beau jour parce que le Big Bang, c'est avant, voilà. Le Big Bang, c'est l'origine du temps. Alors, avant ou ailleurs, il y a pu y avoir d'autres temps. Si Dieu existe, il a peut-être vécu dans un autre temps. Mais le Big Bang, sur un plan purement matériel, c'est l'origine du temps. Donc, on ne peut pas parler d'un beau jour. Slide suivant. De la même façon, que s'est-il passé un beau jour lorsque, en un endroit minuscule, une explosion a traversé l'espace? La même chose, le Big Bang, c'est l'origine de l'espace. En fait, c'est l'origine de l'espace-temps. Hein. Eh bien, si c'est l'origine de l'espace, il n'y a pas d'endroit minuscule. Alors, j'ai changé la photo. Vous voyez, je l'ai remplacée par une photo qui est un peu plus vraie. Vous voyez un point blanc à la gauche, c'est le démarrage, le Big Bang. Ensuite, vous avez une très rapide inflation. C'est un sujet que je ne n'aurai pas aujourd'hui, faute de temps, mais vous avez une très rapide inflation pendant laquelle se créent les particules. Et vous avez ensuite les atomes qui apparaissent vers le milieu. Et puis, quand vous êtes complètement à droite, où on voit les astres, c'est là où nous sommes. Autrement dit, si vous prenez des tranches verticales, ce sont des instants. Donc, le cercle que vous voyez au milieu, c'est un cercle qui existait il y a 400 000 ans après le Big Bang. Ce sont des tranches que vous pouvez prendre. Alors, ce qui est important de comprendre sur cette photo, c'est que, comme je le dis, il n'y a pas eu d'espace qui a été traversé. Vous voyez le noir qui est autour. Ce noir, ce n'est pas un vide, ce n'est pas un espace qui se remplit tout d'un coup. Il n'y a pas de contenant. L'univers, comme son nom l'indique, c'est tout. Donc, la partie noire n'existe pas, ça n'a pas de sens. Il faut prendre l'univers comme un tout, aussi bien maintenant qu'au tout début.
l'échelle a énormément changé, c'est-à-dire que ce qui vaut 1 mètre aujourd'hui, il y a quelques millions d'années ou milliards d'années, ça valait 1 millimètre. Quelques milliards d'années avant, ça valait 1/10 de millimètre. Et puis ensuite, pardon, 1 micron, ensuite 1 millimicron, etc. Donc l'échelle a changé, mais l'univers était toujours un tout. Il faut comprendre que même tout petit, dans la petite pointe que vous voyez là, l'univers était un tout complet. Alors je vais vous donner une image de cela. Imaginez que pour partir en vacances, je m'achète une carte au millionième des États-Unis. Et je regarde sur cette carte les États-Unis. Je vois à côté des États-Unis, d'un côté, je vois l'Atlantique, de l'autre côté, je vois le Pacifique. Imaginez que nous ne vivions pas sur une terre qui est ronde, mais que nous vivions dans un paysage qui est infini. Donc, après l'Atlantique, il y a l'Europe, après l'Europe, il y a d'autres choses, après d'autres choses, et à l'infini. Et de l'autre côté, pareil, après le Pacifique, il y a, etc., l'infini. C'est donc un univers infini. Eh bien, réfléchissez à ma carte. Ma carte, elle sera aussi infinie. Si l'univers dans lequel nous vivons est infini, la carte au millionième que j'utilise est aussi infinie. C'est pour ça que sur cette image du Big Bang, lorsque vous allez à gauche et que vous voyez un point, eh bien, si l'univers est infini, et on ne le sait pas aujourd'hui, on ne le sait pas, mais si l'univers est infini, vous pourrez vous rappeler que le point de départ était lui-même infini. Voilà, ce qui est un peu paradoxal. L'image suivante, Elisabeth. Ouais. Alors, dernière chose qu'il ne faut pas dire, c'est un endroit minuscule au départ et un endroit gigantesque. D'abord, ces mots n'ont aucun sens pour un cosmologiste. Essayez de définir ce qu'est petit, ce qu'est minuscule. Essayez de définir ce qui est grand, ce qui est gigantesque. Vous ne trouverez qu'une façon de le définir, c'est par rapport à vous. Et grand, ce qui est grand par rapport à moi, et petit, ce qui est petit par rapport à moi. Il n'y a pas d'autre façon de définir petit et grand. Je vous donne un exemple. Moi, je suis tout petit par rapport à la galaxie, mais une cellule de mon corps est toute petite par rapport à moi, et une molécule de cette cellule percevrait cette cellule comme un univers gigantesque. Et donc, les mots de minuscule et de gigantesque n'ont pas de sens. Alors, qu'est-ce qui a un sens dans tout ça? L'univers grandit à partir d'aujourd'hui, et par le passé, il était plus petit. Voilà ce qu'on peut dire. Ça, on va en parler. Je crois que la meilleure façon de comprendre cela, c'est de penser que le mètre en iridium platiné, en platinium iridié, je crois, qui se trouve au pavillon de Breteuil, c'est de penser que ce mètre a été plus grand par le passé, ou plus petit, ou disons les mesures étaient plus petites, et après les mesures sont plus grandes. Autrement dit, que ce mètre a passé son temps à se dilater. Ce mètre était tout petit au début, et puis il se dilate au fur et à mesure du temps. Si vous pensez à ça et vous pensez que ce mètre change, autrement dit que l'unité change, vous pouvez comprendre que l'univers était un tout avant comme il l'est aujourd'hui, mais dans une mesure beaucoup plus petite. Voilà. Il faut penser à l'unité. L'unité change. Nous, nous sommes habitués à ce qu'une unité ne change pas. C'est pour ça que le mètre est déposé au pavillon de Breteuil. Mais si on fait de la cosmologie, eh bien, ce n'est pas vrai. Le mètre lui-même n'a pas la même valeur dans l'univers primitif et dans l'univers aujourd'hui. La même chose pour les secondes. Le pouls de l'univers battait beaucoup plus vite au début qu'aujourd'hui. Et demain, il battra beaucoup plus lentement. Alors, page suivante, si vous voulez bien, si on veut comprendre la cosmologie, il faut se départir de l'anthropomorphisme. Il faut à tout prix se dégager des raisonnements qu'on peut avoir qui sont par rapport à nous-mêmes. Alors, Jean Houdouze, l'astrophysicien, allait même plus loin. Lui, généralisait cela et dit la science, d'une manière générale, depuis toujours, n'est qu'une longue lutte contre l'anthropomorphisme. Voilà. Alors, après cela, page suivante, comment est née la cosmologie?
D'abord, la cosmologie repose essentiellement sur la loi de la gravitation. La gravitation, c'est-à-dire ce qui fait tomber les corps, ce qui fait chuter les corps, ce qui fait tourner la Lune autour de nous. Et le premier qui a décrit la gravitation, c'est Newton. Donc nous allons faire un petit retour en arrière sur Newton. Mais la cosmologie, en tant que science, est née avec Einstein. Vous allez comprendre pourquoi. Les équations de Newton ne permettaient pas de se faire une idée réelle de l'univers en entier, alors que les équations d'Einstein permettent de le faire. Avec les équations d'Einstein, on peut modéliser l'univers complet et jouer avec. On peut regarder par les mathématiques comment l'univers entier se comporte. Est-ce qu'il grandit, est-ce qu'il rapetisse, est-ce qu'il va vite, est-ce qu'il est chaud, est-ce qu'il est froid, etc. Tout ceci peut se dépeindre dans son ensemble. C'est le grand apport d'Einstein et c'est ce qui fait que le coup de départ de la cosmologie a été avec Einstein. Par contre, vous allez voir que le Big Bang est une idée qui a mis plus de 30 ans à s'imposer. Et en fait, ce n'est que dans les années 60 que la cosmologie est devenue une vraie science. À l'époque d'Einstein, c'était anecdotique, c'était une curiosité peut-être, mais pas une science. Alors, ce qui a fait aussi beaucoup avancer les choses, c'est l'expérimentation. C'est qu'à l'époque dont nous allons parler, les années 20, eh bien, aux États-Unis, on a construit un magnifique télescope qui fait 2,50 m de diamètre et qui se trouve au mont Wilson, dans le froid d'une montagne de Californie. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil à la photo et vous voyez un tube qui part vers la droite. Ce tube, c'est le télescope. Et sur la partie basse, en bas à gauche, c'est le miroir de 2,50 m. Le tube fait près d'une quinzaine de mètres. Aujourd'hui, les télescopes que nous utilisons sur Terre ne font pas 2,50 m de diamètre, ils en font plus de 30 à 35. C'est vous dire le progrès qu'il y a eu. Par contre, Hubble, qui est le satellite qui est aujourd'hui utilisé dans l'espace, c'est à peu près la taille de celui-là. Et comme il se trouve dans l'espace, évidemment, il est infiniment plus puissant. J'en profite pour vous dire que Hubble arrive en fin de course et que dans les mois qui viennent, on va lancer son successeur qui s'appelle James Webb et qui est un télescope beaucoup plus grand qui va donner une impulsion considérable à la cosmologie. L'image suivante. Alors, Newton. Un peu plus bas. Newton, un peu plus haut, là avant, voilà. Voilà, alors sur cette image, vous voyez Newton, je vais vous dire ce qui m'a amusé dans cette image, c'est qu'on voit au milieu la pomme, l'histoire de la pomme qui est tombée pendant qu'il faisait la sieste. On voit la Lune dont il s'est occupé sur un plan mathématique et on voit devant lui le prisme de la décomposition des images, de la lumière, pardon. Eh bien, les deux découvertes majeures de Newton, c'était la gravitation et la décomposition de la lumière. Newton les a faites alors qu'il était confiné. C'est lors d'un confinement, il avait 23 ans, qu'il a fait ces deux grandes découvertes. Pourquoi confiné? Parce que la peste sévissait à Londres et les gens qui étaient un peu fortunés ou qui avaient des propriétés à la campagne, ce qui était son cas, la maison familiale du reste, eh bien, étaient partis se confiner. Et lui a passé 2 ans là, qui ont été finalement très fructueux. Alors, Newton conçoit ce qu'est la gravitation et développe une théorie mathématique extrêmement précise pour montrer pourquoi la Lune tourne autour de la Terre. Alors, je n'ai pas employé le bon mot, j'ai dit pourquoi. S'il était là, Newton me corrigerait et dirait, je vous dis comment la Lune tourne autour de la Terre, je ne vous dis pas pourquoi. Et effectivement, Newton était théologien autant que scientifique,
et pour lui, le pourquoi se trouvait ailleurs. La théorie, bon, je la résume en un mot, les masses s'attirent. Voilà ce que nous dit Newton. Deux masses s'attirent, donc la Terre, la Lune s'attirent. À l'échelle de tous les jours, on ne voit pas ce phénomène parce que la gravité est une force extrêmement faible, très très faible. Donc il faut des masses de la taille de la Terre ou de la Lune pour voir un effet sensible. C'est pour ça que, en dehors de votre poids, que vous sentez bien, ou du fait que les objets tombent par terre, vous ne sentez pas la gravité entre deux objets, par exemple. Mais il y a, d'après lui, une sorte d'élastique qui attire les masses les unes vers les autres. Voilà l'essence de sa découverte. Newton se pose néanmoins deux problèmes. Le premier, c'est ce dont j'ai parlé avant, et quid de l'univers entier. Lorsqu'il regarde les étoiles, il se dit, toutes ces étoiles, qui sont toutes des corps très massifs, pourquoi ne s'effondrent-elles pas? Il sait pourquoi la Lune ne s'effondre pas autour de la Terre. Ça, il l'a calculé, il a montré qu'elle est en orbite. Mais les étoiles ne sont pas en orbite autour de la Terre. Elles sont toutes là, immuables. Pourquoi ne s'écroulent-elles pas? Et Newton ne sait pas répondre à cette question. Sa théorie ne peut pas permettre une réponse. Alors, il donne une réponse un peu sibylline et à moitié fausse. Il dit, finalement, si l'univers est infini, déjà là, c'est mal parti parce qu'on n'est pas sûr qu'il soit infini. Si l'univers est infini, les étoiles reçoivent des forces de partout également et elles ne vont pas s'effondrer. Bon, c'est un tort. L'univers subit des effondrements. Par contre, là où il a raison, c'est qu'il se dit, mais il n'y a pas d'effondrement global, mais il doit y avoir des effondrements de la matière localement. Et ces effondrements doivent donner naissance aux astres. Et là, Newton a parfaitement raison. Une étoile, une planète, un trou noir, ce sont des astres qui sont nés de l'agrégation de la matière. C'est que de la matière s'est effondrée sur elle-même. C'est parce que de la matière s'est effondrée sur elle-même que se sont formés une étoile, une planète ou un trou noir. Ça, il l'a bien vu, il l'a compris, sans avoir de preuves scientifiques. Et il s'interroge sur une question, alors là, plus fondamentale, quel est cet élastique qui fait que les masses s'attirent? Et cette notion que je baptise d'élastique le gêne beaucoup. On ne dit pas un élastique, en science, on dirait une force à distance. Mais cette force à distance lui pose vraiment des problèmes, et il a raison, car on ne voit pas ce que ça peut être. Il n'y a rien dans le vide qui crée une telle force. Eh bien, la réponse, c'est Einstein qui l'apporte. Elisabeth? Oui. C'est Einstein qui apporte la réponse. Einstein dit non, il n'y a pas d'élastique, il n'y a pas de force, c'est une impression. Et cette impression, elle vient du fait qu'une masse, et toute masse, déforme l'espace-temps. C'est une des notions les plus difficiles à comprendre pour un cerveau humain. Il fallait vraiment s'appeler Einstein pour inventer ça. Pourquoi? Parce qu'il est extrêmement difficile, je dirais même impossible pour nos esprits de concevoir la courbure de l'espace. Alors, je m'explique. Je descends à une dimension. Une dimension, c'est un fil. Imaginez un fil sur lequel se déplace un petit insecte. Eh bien, vous voyez que ce fil peut être courbe. L'insecte, par contre, s'il est tout petit et qui marche sur la surface, il ne verra pas que c'est courbe. De la même façon, sur l'image qui est devant vos yeux, vous voyez une surface qui était plane au départ, c'est un trampoline, et on a jeté au milieu une boule de bowling. Et vous voyez que cette surface qui était plane au départ est devenue courbe. Autrement dit, nous savons très bien ce qu'est une ligne courbe, nous savons très bien ce qu'est une surface courbe, mais si je vous dis maintenant que l'espace qui est dans la pièce où vous êtes, qui est un parallélépipède, que cet espace est courbe, alors là, vous ne pourrez pas vous figurer exactement ce que c'est.
Alors, je vais vous dire, ce qui vous ferait voir la courbure, c'est s'il y avait un très fort, très très fort champ de gravitation. Par exemple, si un trou noir, un minuscule trou noir d'un millimètre venait traverser la pièce où vous êtes, alors là, vous ne comprendriez plus ce qui se passe, vous verriez tout se déformer, la bibliothèque se déformer comme un tissu, les fenêtres qui deviennent ovales, etc. Vous verriez la déformation de l'espace. Mais avec des forces de gravitation usuelles, vous ne pouvez pas la voir. Vous ne pouvez même pas vraiment l'imaginer. Einstein, lui, l'imagine et dit, voilà ce qui se passe. Quand une masse se trouve à un endroit, elle crée une dépression, elle fabrique un creux. Et ensuite, les autres masses tomberont dans ce creux. Alors là, vous comprenez en regardant ce trampoline que si je jette des billes sur cette surface, les billes vont se mettre à tourner autour de la Lune. Certaines vont tomber dessus, certaines vont partir ailleurs. Et vous comprenez que eh bien, cette courbure de l'espace-temps va imprimer aux masses des mouvements d'orbite, par exemple. Page suivante, Elisabeth. Ouais. Alors, l'exemple de la Lune qu'avait compris Newton s'explique simplement à ce moment-là. Oui, vous voyez en haut une roulette, le croupier lance la bille tourne sur un plan incliné, mais la bille tend à aller vers le centre. Alors, comme il y a des frictions, elle ne va pas tourner indéfiniment, mais s'il n'y avait pas de friction, elle tournerait indéfiniment. Eh bien, la Lune, c'est la même chose, elle est tombée, elle a été captée par le champ gravitationnel de la Terre et elle se trouve en rotation exactement comme la bille de la roulette. Alors, page suivante, Elisabeth. Eh bien, voilà comment aujourd'hui, grâce à Einstein, on se représente l'espace-temps. On le représente comme un tissu, un substrat qui est malléable. Et il va en fait être déformé par les masses qui s'y trouvent. Alors, dans cet exemple, vous voyez par exemple que la masse verte est plus lourde et donc elle fait une cuvette plus importante. La petite masse rouge, si elle se déplace vers là, elle va tomber et on va avoir la même chose qu'on a vu précédemment pour la Lune. Et donc, toutes les masses créent ainsi des trous et l'attirance entre les masses n'est pas une force, ça n'est pas un élastique, ce n'est pas une force à distance, c'est simplement la déformation de l'espace-temps qui va les guider et les attirer l'une vers l'autre. Donc j'insiste bien, il n'y a pas de force, mais il y a un espace-temps qui est une espèce de médiateur qui organise les relations entre les objets. Vous voyez, l'erreur de Newton, bon, ce n'est pas une erreur, hein, au XVIIe siècle, on n'aurait pas imaginé qu'il trouve la théorie d'Einstein, mais ce qui est faux chez Newton, c'est que Newton s'intéresse aux objets. Il parle d'un objet et dit deux objets vont s'attirer, c'est donc une propriété de l'objet. Newton, Einstein à l'inverse dit non, ce n'est pas une propriété de l'objet. Les objets impriment une déformation à l'espace-temps et si vous voyez une attirance entre les masses, c'est une propriété de l'espace-temps. Alors c'est ce qu'on appelle les théories relationnelles et c'est très important parce que je pense personnellement que si aujourd'hui on n'a pas réussi à unifier la théorie de la relativité générale et la mécanique quantique, ça fait un siècle qu'on essaye de le faire, ce sont deux théories qui obstinément restent totalement incompatibles et contradictoires. C'est même une crise, je dirais, de la physique théorique. Hein. On n'a pas réussi à unifier ces deux théories, ça fait un siècle que ça dure. Eh bien, si on n'y arrive pas, je suppute, c'est purement personnel, qu'il nous manque une théorie qui unifie les deux et qui soit une théorie relationnelle, c'est-à-dire qui ne s'intéresse pas aux particules, mais aux relations entre les particules. Et je présume qu'aujourd'hui, nous n'avons pas les mathématiques qui nous permettent d'engendrer une théorie comme cela,
Et c'est pour ça que depuis un siècle, on n'a pas avancé d'un millimètre dans ce sens. Par contre, un jour viendra où on trouvera l'outil mathématique. À ce titre, je vous précise que Newton, pour décrire l'orbite de la Terre, a inventé le calcul intégral, calcul différentiel, calcul intégral. C'est lui qui l'a inventé, Leibniz aussi d'ailleurs à la même époque, mais il a inventé le calcul intégral pour pouvoir faire sa théorie. Dans le cas de Newton, il n'a pas inventé la théorie, mais elle a été inventée par un mathématicien allemand du 19e siècle qui s'appelait Riemann. Et cette théorie que Einstein a utilisée grâce à un de ses amis mathématiciens qui lui a tenu le stylo et qui l'a aidé. Einstein lui-même n'était pas assez mathématicien pour pouvoir s'en tirer. Voilà. Page suivante. Alors maintenant, je vous disais que les équations d'Einstein permettaient de modéliser l'univers. Eh bien, le premier à le faire, c'est Einstein lui-même. 2 ans après la sortie de sa relativité, il se dit bah, c'est intéressant parce qu'on peut faire un modèle de l'univers. Alors, comment procède-t-il? En fait, vous avez une centaine de milliards de galaxies autour de nous dans l'univers observable. Bon, vous comprenez qu'on peut assimiler chaque galaxie à une molécule de gaz et assimiler l'univers à un gaz. Voilà un peu l'essence de ces modèles. On résume cela à un gaz et on voit comment ce gaz se comporte. C'est ce que fait Albert Einstein en 1917 et il sort un modèle qui n'a pas de suite parce qu'à l'époque, la cosmologie n'était pas une science, c'était une curiosité. Einstein s'est diverti pendant 2 mois en faisant ça et il est passé à autre chose, il est passé aux choses sérieuses, c'était l'éclosion de la mécanique quantique, ça c'était de la vraie science et Albert Einstein est parti s'occuper de cela. Voilà. Alors la question reste un peu dormante lorsque 5 ans plus tard, un mathématicien russe se réveille et reprend les équations d'Einstein. Et en fait, s'aperçoit qu'il y a un vice dans l'équation d'Einstein que vous avez au-dessus. Il y a un vice. En fait, Einstein a commis la même erreur que Newton. Einstein a pensé que l'univers était immobile, voilà, ne bougeait pas. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas l'univers bouger. La vie humaine est tellement petite par rapport aux échelles astronomiques, hein, on parle en milliards d'années. L'échelle humaine est tellement petite que vous ne pouvez pas voir une variation. Ce qui fait que l'intuition que nous avons tous, c'est que l'univers ne bouge pas. Et Einstein lui-même est tombé dans ce panneau. Si vous regardez l'équation qui est au-dessus, vous voyez vers la fin la lettre lambda, la lettre grecque lambda. Ouais. C'est une constante qu'on appelle la constante cosmologique que Einstein a introduite dans son équation de façon à assurer que l'univers serait immobile. Et il a ajusté cette constante pour que son hypothèse soit vraie. Alors ça, ce n'est pas de la bonne science, parce que si vous prenez comme hypothèse le résultat et que vous ajustez les équations pour qu'elles arrivent au résultat, ben ça, ce n'est pas de la bonne science. Et Einstein dira plus tard que cette constante cosmologique, là, ça a été la plus grave erreur de sa vie. Alexander Friedman envoie ses propres travaux mathématiques à Einstein et lui dit ce qui suit. Monsieur Einstein, je pense que ce que vous avez créé comme modèle est juste et je n'ai loin de moi l'idée de le contester, mais la solution que vous présentez est instable, c'est-à-dire ne peut pas rester telle qu'elle est. L'univers, même si dans votre équation, cela donne une solution qui paraît stable, ne peut pas rester dans cet état. Soit il tombe vers un effondrement, donc il se contracte, soit il passe en expansion, mais il ne peut pas être au milieu des deux. Alors, je vais vous donner un exemple de cela. L'exemple le plus simple, c'est le stylo que vous posez sur la pointe. Vous posez un stylo sur la pointe,
S'il est vraiment bien posé verticalement, il va rester un dixième de seconde sur la pointe et puis il va tomber. C'est une solution instable. C'est-à-dire que le stylo vertical est une solution des équations de la gravité, mais est une situation instable. Eh bien, Friedman pense la même chose du modèle d'Einstein. Et je vous donnerai une autre image qui est issue alors aussi de la gravitation. C'est très simple. Vous prenez une pierre, vous la lancez verticalement vers le haut. La pierre monte, 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 ralentit, ralentit, ralentit. Et là, et vous la filmez au ralenti. Et quand elle arrive en haut, à un moment, elle s'arrête, puis elle retombe. Si vous prenez l'image de la pierre au moment où elle s'est arrêtée, vous avez là une image d'une solution aux équations de la gravitation qui est exacte, mais qui n'est pas stable. Tout le monde sait qu'une pierre ne va pas rester en lévitation en l'air. Voilà. Alors, accueil très froid d'Einstein aux travaux de Friedman. Monsieur Friedman, alors d'abord, il commence par vérifier les équations et il s'aperçoit que tout le travail de Friedman est absolument nickel au niveau mathématique. Alors Einstein lui répond, Monsieur Friedman, les mathématiques c'est une chose, la physique c'est autre chose. Je vous disais tout à l'heure que Einstein finalement est plus physicien que mathématicien. Il a beaucoup d'intuition physique. Einstein lui dit, Monsieur Friedman, vous faites des mathématiques, mais toutes les solutions mathématiques d'une équation ne sont pas forcément réelles, ne sont pas forcément physiques. Et ce que vous me racontez là d'un univers qui en expansion, qui ceci, cela, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas physique. Alors Friedman lui répond, mais si, j'ai pris vos équations, ça donne un univers qui devrait être en expansion, etc. Bon, ça tourne au vinaigre. Et tout s'arrête par la mort de Friedman qui est mort de maladie 3 ans après. Voilà. On passe 5 ans et 5 ans après se réveille un ecclésiastique, chanoine Georges Lemaître. Vous allez sentir dans ma conférence l'admiration infinie que j'ai pour cet homme, et pour beaucoup de raisons que je ne peux pas détailler ici. C'est aussi un homme qui a d'abord qui domine les mathématiques merveilleusement, mais qui en plus a une très grande intuition comme Einstein. Je dirais, presque tout ce que le maître a prédit dans sa vie s'est avéré exact. C'est un être prodigieux dont on va parler, et le maître envoie à Einstein le même travail que ce qu'avait fait Friedman, mais sans le savoir, parce qu'il n'y avait jamais eu de contact entre eux. Et bis repetita placent, Albert Einstein reçoit de nouveau cette lettre émanant d'un fou qui lui raconte que l'univers ne peut pas être stable comme il l'a conçu. Alors avant de parler de Lemaître, il faut que je vous parle du maître de Lemaître, de son professeur. Alors on va passer à la page suivante. Lemaître, dans les années 20, part étudier aux États-Unis et un de ses professeurs sera cet astronome qui s'appelle Vesto Slipher. Vesto Slipher s'attaque à un problème en 1912 qui est le suivant. Il faut que vous sachiez qu'à cette époque, il y avait un grand débat sur les nébuleuses. Qu'est-ce que c'était que les nébuleuses? Quand vous regardez le ciel, et même avec des jumelles, ça m'est arrivé de le faire avec un ami astronome qui avait un télescope, mais on regardait aussi à la jumelle pour trouver les étoiles. Si vous regardez le ciel à la jumelle, vous verrez en certains endroits des points qui ne sont pas du tout des étoiles. L'étoile est ponctuelle, parfaitement ponctuelle, n'a pas d'extension. Au contraire, ces nébuleuses forment une espèce de petites taches, quoi. Deuxièmement, l'étoile a une lumière extrêmement vive, alors que ces nébuleuses ont une lumière blafarde, très, très pâle, blanchâtre, voyez. Et donc, le grand débat qui divisait à l'époque les astronomes était de savoir si ces nébuleuses étaient d'autres mondes situés plus loin dans la galaxie,
on ne savait pas très bien d'ailleurs ce qu'était une galaxie, mais bon, disons, étaient d'autres mondes, ou si, pour d'autres, c'était des objets qui étaient dans notre galaxie. Alors, pourquoi étaient-ils palichons comme ça? Ben, parce qu'il y avait des nuages, c'était peut-être un nuage de gaz, il y avait peut-être des poussières, etc. Bon, ça apparaissait un petit peu nébuleux. Voilà. Slipher s'intéresse à ces nébuleuses, il en prend une douzaine qui se voyaient assez bien, et il applique une méthode qui existait déjà à la fin du dernier siècle. Quand on étudiait la lumière des étoiles, on se rendait compte, d'après la lumière, en décomposant le spectre, hein, ce qu'avait inventé Newton, on s'apercevait que si l'étoile se déplaçait par rapport à nous, c'est-à-dire soit s'approchait vers nous, soit s'éloignait de nous, cela décalait son spectre. Autrement dit, quand on regarde le spectre qui va du violet au rouge, ou du rouge au violet, eh bien, une étoile qui s'éloigne de nous, son spectre se décale légèrement vers le rouge. Une étoile qui s'approche de nous, son spectre se décale légèrement vers le bleu. Et on peut mesurer ce décalage. Alors, je ne vais pas rentrer dans l'explication de cela, l'effet Doppler-Fizeau. Je dirais simplement que vous avez certainement un jour été victime de l'effet Doppler-Fizeau, puisque c'est la méthode qui est utilisée pour mesurer la vitesse sur l'autoroute. Les radars sur les autoroutes mesurent la lumière qui vient de votre voiture et observent un décalage, qui est proportionnel à votre vitesse. Et c'est ainsi qu'on mesure la vitesse. Voilà, alors Slipher observe le spectre lumineux de ces nébuleuses et découvre que toutes les nébuleuses s'éloignent de nous. Alors, je vais tout de suite donner une exception. Il y a une très belle nébuleuse qui est Andromède, c'est la galaxie qui est la plus proche de nous. C'est la seule exception. Andromède se rapproche de nous. Parce qu'en fait, cette galaxie, qui est très proche de la nôtre, va fusionner un jour, bon, je vous rassure, hein, c'est dans 1 milliard d'années, va fusionner avec notre galaxie. Les deux vont fusionner et ça n'en fera plus qu'une. Elles se rapprochent toutes les deux rapidement l'une de l'autre. Alors celle-là, elle a Andromède a un décalage vers le bleu. Mais oublions Andromède, qui est un cas très particulier. Andromède est une galaxie qui est en train de tomber dans l'attraction de la nôtre, où notre galaxie tombe dans la dépression qu'elle crée dans l'espace-temps. Les deux tombent dans la dépression de l'autre, elles vont se rejoindre un jour. Oublions Andromède. Toutes les galaxies, les autres, qu'observe Vesto-Slipher, sont toutes décalées vers le rouge dans leur lumière, c'est-à-dire qu'elles s'éloignent toutes. Alors là, je vais aussi trouver une analogie pour vous choquer un peu comme il l'a été lui quand il a vu cette observation. Imaginez que vous êtes ornithologue, amateur d'oiseaux, et vous partez en Camargue pour filmer le vol des flamants roses. Vous regardez vers la mer et avec vos jumelles, vous voyez un flamant rose qui s'éloigne, vous le filmez, il s'éloigne de vous. Bon, donc vous le filmez par derrière, très bien. Après, vous décalez votre caméra vers la droite, vous trouvez un autre flamant rose qui est en train de voler, très bien. Vous le filmez et vous constatez qu'il est en train de s'éloigner. Vous faites la même chose à gauche, un troisième. Alors là, vous voyez qu'il s'éloigne aussi, c'est déjà le troisième que vous filmez et toujours par l'arrière. Vous tournez carrément la caméra vers la Terre en disant là, je vais bien en voir un qui vient vers ici. Et vous voyez un autre flamant rose, il est en train de s'éloigner. Voilà ce que découvre Vesto-Slipher. Alors, à l'époque, il n'avait pas le moyen d'interpréter cela, et en particulier, je l'ai dit, à l'époque, on ne savait pas ce qu'étaient les nébuleuses. Donc, comment interpréter le vol des flamants roses si vous ne savez même pas ce qu'est un flamant rose? Et donc, cette découverte est tombée complètement dans l'oubli. L'humanité entière a ignoré ce qui aurait été extrêmement intéressant de mettre en avant à l'époque, sauf une personne, Georges Lemaître, qui était un élève de Vesto-Slipher, et lui n'oubliera pas. Alors passons à ce fameux chanoine.
Petite histoire de Georges Lemaître. Lorsque la guerre de 14-18 éclate, il est ingénieur, il est élève ingénieur à l'école des mines en Belgique. La guerre éclate, il se met volontaire dans un bataillon qui va s'illustrer dans une bataille célèbre qui est la bataille de l'Isère, YSER, et il revient de cette bataille avec la croix de guerre. Après-guerre, eh bien, il fait son séminaire, et puis il décide, en fait, on se doute bien qu'il est intéressé par le cosmos, intéressé sous un angle scientifique, hein. Il est intéressé par le cosmos et il part à Cambridge étudier la relativité et les mathématiques de très haut niveau, où il rencontre là-bas Eddington, qui est le plus grand astronome de l'époque, un ami d'Einstein, Eddington. Puis, il part aux États-Unis, au Massachusetts Institute of Technology, où il rencontre ce fameux Vesto Slipher et quelques autres astronomes. Notre ami Lemaître manipule parfaitement les équations de la relativité générale. Il refait sans le savoir ce qu'avait fait Friedman et il envoie donc ce document à Einstein pour lui dire que l'univers ne peut pas être stable. Donc ça, c'est la première étape. Et même réponse d'Einstein, monsieur Lemaître, mon père, je ne sais pas comment il l'appelait, vous n'y êtes pas, ce sont des solutions mathématiques exactes, mais qui ne sont pas réelles. Image suivante. Alors, Edwin Hubble, essuyant ses critiques, Lemaître ne se décourage pas. Vous verrez plus tard que Lemaître est un des rares personnages qui s'est opposé toute sa vie à Einstein, et en plus avec raison. Alors, il y en a un autre dont je parlerai qui est Niels Bohr, qui lui aussi s'est opposé à Einstein toute sa vie et qui avait aussi raison. Donc, personnellement, j'ai une admiration sans limite pour ces deux hommes. J'ai aussi l'admiration pour Einstein, mais Einstein était quand même très dur lorsqu'il sentait qu'il n'avait pas les mêmes idées que les autres. Et se battre contre Einstein, il fallait vraiment, vraiment avoir beaucoup de ténacité. Alors, Lemaître continue ses travaux et pendant ce temps, coup de chance, Edwin Hubble, un jeune astronome, s'assied devant le télescope que je vous ai montré tout à l'heure au mont Wilson, dans le froid, à -20. Là, ça devait être en été, mais en hiver, c'était très dur. Et qu'est-ce qui fait que cet astronome a obtenu des créneaux sur le plus grand télescope mondial la nuit? C'est qu'il a eu une idée de génie. À l'époque, on ne savait pas mesurer la distance des étoiles. Donc, on pensait au XVIIe siècle, on pensait que c'était une voûte, hein, c'était une sphère étoilée avec les étoiles collées sur la sphère. Bon, à l'époque de Hubble, on se doutait bien que ce n'était pas une sphère, c'était un volume, mais on ne savait pas mesurer la distance des étoiles, sauf les plus proches, celles qui étaient vraiment très proches. Et Hubble trouve une méthode de génie. Il s'intéresse à un certain type d'étoiles qu'on appelle les céphéides. Et ces étoiles ont beaucoup de qualités. La première qualité, c'est qu'elles sont extrêmement lumineuses. Donc, on peut les voir de très, très loin. La deuxième qualité, c'est qu'elles sont assez fréquentes dans l'univers, donc on peut toujours en trouver un peu partout. Et la troisième qualité qui est essentielle, c'est qu'une céphéide émet toujours la même quantité d'énergie. Elle émet toujours autant de lumière, quelle que soit la céphéide. Elles sont toutes égales, si vous voulez. Et ainsi, si on observe une céphéide et qu'on la voit très lumineuse, on se dit elle est tout près de nous. Si elle est très pâle, on se dit elle est très loin. Et ainsi, on peut, avec les céphéides, créer un étalon de distance, et c'est ce que va faire Hubble. Il va se créer un étalon de sorte que dès qu'il observe une céphéide, il puisse automatiquement dire voilà, cette céphéide, elle se trouve à telle distance.
et Hubble commence à mesurer des distances. Alors, son premier chef-d'œuvre, eh bien, c'est Andromède. On va revenir à Andromède, dont je vous rappelais, c'est une très belle galaxie. Hein, je vous engage à regarder sur Google. Andromède est une galaxie qui est du même genre que la nôtre, mais on la voit par la face. Et donc, on la voit très, très bien et c'est absolument magnifique. Ça fait partie des plus belles images qu'a fait le télescope Hubble. Alors, lui observe Andromède, mais à l'époque, on ne savait pas si c'était dans la galaxie ou si une nébuleuse comme ça se trouvait plus loin. Il fait ses mesures, il trouve à l'intérieur d'Andromède des céphéides, et grâce à ces céphéides, il peut mesurer la distance. Il trouve 1 million d'années, 1 million d'années-lumière. Pour vous donner une idée, la galaxie, la nôtre, fait un diamètre de 100 000. Donc vous voyez, 100 000, 1 million, on est 10 fois plus loin, quoi. Donc il n'y a pas photo. Le grand débat est clos par la découverte que vient de faire Edwin Hubble. Les nébuleuses sont d'autres mondes. Et on dit aujourd'hui d'autres galaxies. Ça, c'est la première grande victoire d'Andromède, d'Edwin Hubble. Puis, Edwin Hubble s'intéresse au sujet, finalement, qui était l'intérêt du chanoine Lemaître, c'est l'expansion de l'univers. Finalement, il reprend les travaux de Vesto Slipher, mais à la fois avec un télescope beaucoup plus puissant et puis ensuite avec maintenant la connaissance de ce qu'est une galaxie et avec sa fameuse idée des céphéides qui lui donne des moyens de mesure. Il prend une vingtaine de ces nébuleuses et il mesure deux choses pour chacune d'entre elles. Il mesure sa distance avec les céphéides et en utilisant le spectre, comme ce que j'expliquais tout à l'heure, eh bien, il constate ce qu'avait trouvé Slipher, c'est-à-dire que toutes les galaxies en dehors d'Andromède sont toutes en train de s'échapper de nous, et il mesure à quelle vitesse elles s'échappent. Il fait donc un tableau à deux colonnes. Pour chaque galaxie, il met la vitesse avec laquelle elle s'échappe et la distance à laquelle il se trouve. Et il découvre que plus les galaxies sont, d'abord que toutes les galaxies en dehors d'Andromède s'échappent, et deuxièmement que plus elles sont lointaines, plus elles s'échappent. C'est ce qu'on appelle la loi de Hubble-Lemaître. Lemaître est le théoricien qui a formulé le premier cette loi de l'expansion de l'univers, et Hubble est celui qui l'a mise en évidence avec le télescope. Et de plus, Hubble a calculé la constante qu'il y a entre vitesse et éloignement, qui s'appelle la constante de Hubble. Alors au passage, je dois dire que sans avoir de télescope à son usage, Lemaître avait donné une très bonne estimation de la constante de Hubble. Je pense qu'il avait utilisé certaines données de Vesto Slipher pour cela, mais c'est tout de même extraordinaire. C'est ce que je vous disais, cet homme avait une propension à prévoir des choses justes qui est absolument hallucinante. Page suivante. Là, voilà l'image donc du cosmos en expansion. Vous voyez au milieu Hubble. Et vous voyez que les galaxies qui sont tout près de lui sont en vitesse d'échappement faible, et au contraire, celles qui sont plus loin s'échappent très vite. Ce dessin est exact, mais est très trompeur, parce que lorsqu'on regarde ce dessin, on a l'impression que Hubble se trouve au milieu de l'univers, et que tout l'univers s'éloigne de lui. Un peu comme tout à l'heure, tous les flamants roses s'éloignaient de moi avec ma caméra. Eh bien, cette vision est trompeuse parce que si vous prenez un autre Hubble qui se trouverait sur la galaxie d'Andromède, il verrait la même chose. En tout point de l'espace, où que vous soyez, si l'espace est en expansion, vous voyez ça. Alors, il y a une image classique pour représenter ça. Certains d'entre vous la connaissent certainement, c'est l'image du pudding. Vous prenez de la pâte, vous mettez des raisins dans le pudding, et vous mettez ça au four, le pudding grossit. Et quand le pudding s'enfle,
eh bien, tous les raisins s'éloignent de tous les raisins. Mais il n'y a pas un centre à partir duquel ils s'éloignent. Il n'y a pas de centre. Tous les raisins s'éloignent de tous les raisins. C'est ça l'univers en expansion. C'est pour ça que ce dessin est un peu faux. Alors, ce n'est pas qu'il est faux, mais c'est que vous pouvez faire le même dessin à partir d'un personnage qui se trouverait sur n'importe quel des galaxies de l'univers. Alors, là où je reviens sur les intuitions extraordinaires de Lemaitre comprend très vite, et d'ailleurs ce n'est pas vraiment une question d'intuition, c'est plus ce que disent les équations d'Einstein. Lemaitre comprend que, en fait, les galaxies ne se déplacent pas. Il ne faut pas imaginer la galaxie se déplaçant comme un flamant rose. En fait, les galaxies, elles sont immobiles dans l'univers, mais c'est l'espace-temps qui grandit. Autrement dit, c'est la pâte du pudding qui grandit. Et cela signifie, si vous voulez, pour résumer, je dirais, c'est le contenant qui grandit et c'est l'expansion de l'espace-temps qui entraîne toutes les galaxies vers l'expansion. C'est une distinction qui est extrêmement importante à faire parce que vous savez que Einstein avait démontré qu'aucun objet ne peut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Par contre, ce n'est pas vrai de l'expansion de l'univers. L'expansion de l'univers peut aller plus vite que la lumière. Si je prends les galaxies les plus anciennes, les plus lointaines, vraiment très très loin d'ici, à un certain stade, elles s'éloignent avec la vitesse de la lumière, et les galaxies qui sont plus loin s'échappent de nous à une vitesse plus grande que la lumière. Bien évidemment, nous ne pouvons pas les voir parce que la lumière qu'elles émettent ne peut absolument pas venir vers nous, puisque la lumière a une vitesse finie, donc ce n'est pas possible. Et c'est donc intéressant de savoir que l'espace-temps peut croître à une vitesse plus rapide que la lumière, même beaucoup plus rapide. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé au tout début du Big Bang. Je vous ai parlé de l'inflation. Au tout début du Big Bang, l'expansion a été fulgurante et elle s'est produite à une vitesse dépassant très, très largement la vitesse de la lumière. Voilà, alors cet espace en expansion, moi, me fait penser à la phrase de Blaise Pascal. Qu'est-ce que l'homme dans la nature? On imagine ce petit Hubble au milieu de tout l'univers. Qu'est-ce que l'homme dans la nature? Un néant à l'égard de l'infini, un tout à l'égard du néant, un milieu entre rien et tout. Elisabeth, on passe à la suite. On va revenir maintenant sur Lemaitre, car Lemaitre, qui était aussi têtu que Einstein, poursuit ses études, puisque maintenant l'expansion de l'univers qu'il avait prédite est démontrée par Hubble. Eh bien, notre ami Lemaitre est encouragé et poursuit. Qu'est-ce qui l'intéresse? C'est de remonter le temps. Parce qu'il se dit, voilà, aujourd'hui, ce que nous observons dans notre télescope du mont Wilson, c'est que l'univers est en expansion. Très bien. Eh bien, donc j'avais raison dans ce que je disais à Einstein. Mais l'intéressant, c'est que s'il est en expansion aujourd'hui, si je fais le film à l'envers et je remonte dans le passé, il va être de plus en plus petit. Et s'il est de plus en plus petit, il va être de plus en plus chaud. Bon, ça, c'est très vite expliqué. Vous avez tous gonflé des pneus de vélo avec une pompe et vous avez tous remarqué que la pompe chauffait. Donc, dès que vous comprimez un gaz, il chauffe. Vous comprimez un univers, il chauffe. Voilà, c'est très simple. Et donc, il remonte le temps et il se dit, est-ce que tout ça peut s'arrêter un jour? Ben, il ne voit pas de mécanisme qui arrêterait la contraction de l'univers quand on va vers le passé. L'univers se contracte, devient de plus en plus petit, devient de plus en plus chaud. Il ne voit pas ce qui arrêterait les choses. Et il en déduit donc que tout ça pointe dans le passé vers une origine ponctuelle et chaude. Alors, d'ailleurs, le modèle, alors lui, il donne un nom à ce modèle, il appelle ça l'atome primitif. En fait, il n'a jamais clarifié ce qu'était cet atome, il n'avait pas fait de physique nucléaire, donc il ne savait pas ce que ça pouvait être. Il appelle ça l'atome primitif.
Aujourd'hui, on a changé le nom, on parle du Big Bang Show, le Big Bang Show. Voilà le terme exact scientifique aujourd'hui. C'est le modèle standard unanimement admis aujourd'hui qui s'appelle le Big Bang Show. Mais c'est l'atome primitif de Lemaître, hein. Alors, il conçoit que, d'abord, il conçoit quelque chose d'absolument révolutionnaire, c'est que l'univers a une origine. Tout le monde voyait l'univers comme étant stable, Einstein compris, est tombé dans le panneau. Vous imaginez donc la révolution qu'introduit le maître en disant non, 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 moi j'ai une origine, j'étais tout petit il y a 30 ans, ben, l'univers c'est pareil. D'ailleurs, le maître, encore une fois, je trouve ça extraordinaire, a prévu que l'univers devait avoir une quinzaine de milliards d'années. Et en fait, maintenant qu'on a des mesures très précises, on sait que cet événement a eu lieu il y a 13,8 milliards d'années. Comment le maître, avec les connaissances de l'époque, avait pu faire cette prédiction? Moi, je suis baba d'admiration. Je trouve ça incroyable. Donc, notre ami Lemaître commençait à être connu et, en tant que tel, était invité tous les ans au congrès de Solvay. C'est là que vous le voyez sur la photo de visée avec Einstein. Le congrès de Solvay, organisé par la firme chimique Solvay, suisse, réunissait à l'époque tous les ans tous les grands de la physique. Et lui-même, le maître, était invité. Einstein en premier, bien évidemment. Et ce congrès de Solvay, je dirais que c'était un petit peu Davos. C'était le Davos des scientifiques, si vous voulez. Toutes les grandes têtes se retrouvaient là. Et Einstein, qui avait reçu tous les papiers de Lemaître, reste sur son idée avec obstination. Cet univers en expansion, ce ne sont pas des formes physiques, et surtout, cette idée d'origine de l'univers est totalement fantasmagorique. La première fois qu'il découvre l'idée de l'origine de l'univers, il s'écrie « Ah non, pas la création ». Et je vais revenir sur cette phrase parce qu'elle résume tout ce qu'a vécu l'abbé Lemaître dans les 30 ans qui suivent. Pas la création, ça veut dire attention, ce n'est pas parce que vous êtes ecclésiastique que vous allez nous polluer avec des idées de création et introduire ça dans les sciences. Einstein était croyant, n'est-ce pas? Mais cette idée de mélanger la science et la création était répugnante pour lui. Et d'ailleurs, son ami Eddington, lorsqu'il a découvert l'atome primitif, s'est écrié « Quelle idée répugnante !» Voilà comment a démarré les choses. Et lors d'un congrès de Solvay, Einstein dit à le maître, vos mathématiques sont admirables, mais votre sens physique est abominable. Voilà. Ce que je trouve d'une injustice incroyable, dans la mesure où le maître était vraiment un homme qui avait l'intuition physique. On passe à la suite. Je précise aussi que pendant toute sa vie, Einstein a refusé l'idée du Big Bang. Et de la même façon, Einstein a refusé l'idée des trous noirs. Pour lui, c'était une façon ignoble d'utiliser ces équations pour inventer des monstres. Un jeune qui s'appelait Chandrasekhar, un Indien qui, à 19 ans, rendez-vous compte, à 19 ans, manipulait les équations de la relativité générale et a modélisé à 19 ans ce qu'était un trou noir. Lorsqu'il a envoyé cela à Einstein, il pensait qu'il allait être couvert de louanges. Il a été couvert d'insultes pour avoir fabriqué des monstruosités à partir des équations de la relativité générale. Et il dira plus tard qu'il lui a fallu énormément de ténacité pour poursuivre sa carrière scientifique, parce qu'il était littéralement brisé.
Alors, si on se voit comment les choses sont mal parties avec Einstein, eh bien, vous imaginez que dans la communauté scientifique, cette idée a flotté tout le temps, elle a flotté pendant 30 ans. Cette idée selon laquelle le maître, en fait, était en train d'essayer d'introduire la création divine dans l'histoire du cosmos. Et ça déplaisait beaucoup. L'autre chose qui déplaisait, c'est que quand vous avez une théorie très, très révolutionnaire, vous avez forcément des opposants, beaucoup d'opposants. Et ça, je ne le critique pas, c'est la science. La science fonctionne comme ça. Il y a une espèce de processus darwinien. Tous vos opposants crachent sur votre théorie, essayent de la réfuter, la falsifier. Et, et donc, c'est normal la critique, mais arrive un moment où les preuves commencent à venir et où la théorie passe. Bon, le maître était prêt à essuyer toutes ces critiques, mais celles qui touchaient l'ecclésiastique étaient quand même extrêmement difficiles à vivre pour lui. Peut-être à cause de cela, le maître, sur un plan spirituel, a adopté une attitude qu'on appelle discordiste. L'idée est, ne mélangeons pas la science et la religion. Lui disait, les scientifiques montent la montagne de la connaissance par le versant nord, les théologiens montent la montagne de la connaissance par le versant sud, mais les deux chemins ne se croisent pas. Voilà le fond de sa pensée. Et c'est aussi pour lui une façon d'éliminer les critiques en disant non, non, attendez, ne mélangeons pas les choses. Vous m'accusez de mélanger les choses, mais je suis le premier à dire qu'il ne faut pas mélanger les choses. Et ce discordisme va très loin, puisque selon toute attente, contrairement à toute attente, le maître dit le Big Bang, l'atome primitif pour être plus précis, n'est pas la création divine. Alors, ça ne veut pas dire qu'il nie la création divine, il dit simplement la création divine n'est pas là. Elle se trouve quelque part en amont. Et pour moi, le maître, l'atome primitif, c'est un phénomène physique, c'est un phénomène matériel. C'est un peu comme un cataclysme, un orage, une supernova. C'est quelque chose qui doit s'étudier par les sciences. Et moi, qui suis à la fois ecclésiastique et scientifique, j'étudie l'origine du cosmos par les sciences et je n'y vois pas la création. 2 ans plus tard, l'atome primitif arrive aux oreilles de Pie XII. Et Pie XII, au contraire de le maître, s'écrit avec enthousiasme « Enfin, science et religion sont réconciliées. Bon sang, mais c'est bien sûr, l'atome primitif, c'est la création. » Et le maître sera obligé d'aller le voir au Vatican pour lui expliquer que, selon lui, la création, c'est autre chose, et qu'il ne faut pas voir dans l'atome primitif la création. Je ne sais pas s'il le convaincra, mais en tout cas suffisamment pour que Pie XII n'insiste pas et ne fasse pas trop prospérer cette idée qu'on avait enfin découvert la création par les sciences. Voilà. S'engage donc là une longue période d'une trentaine d'années, on peut passer à pendant laquelle eh bien, le maître va se battre contre les autres. Alors ça se terminera dans les années 60, vous voyez, ça aura été très long. Dans les années 60 arrivent les premières preuves du Big Bang. Bon, les discussions allaient très loin, puisque certains, comme l'astronome Fred Hoyle, avaient conçu un univers qui puisse être en expansion, parce que bon, l'expansion, entre-temps, elle avait été acceptée, hein, qui puisse être en expansion, mais qui n'avait pas d'origine, qui était en fait stationnaire. Il y avait une création de matière et l'univers ne bougeait pas, mais par contre était en expansion. Il y avait ce modèle et quelques autres. Tout ce monde-là essayait donc de trouver des alternatives à la théorie de l'atome primitif. Mais dans les années 60, les physiciens des particules commencent à s'intéresser de près au Big Bang. Et ils prédisent ce qu'a fabriqué le Big Bang. Le Big Bang a fabriqué un gaz. Voilà le résultat du Big Bang. Après, ce gaz
s'est agrégé, a formé des étoiles. Les étoiles se sont agrégées, ont formé des galaxies. Les galaxies ont formé, les étoiles ont formé des planètes. La planète a formé la vie sur Terre, etc., etc. Eh bien, à cette époque, paraissent les premières prédictions sur la composition de ce gaz. L'univers a fait de l'hydrogène et de l'hélium. L'univers, le Big Bang, n'est pas parvenu à fabriquer autre chose. C'est-à-dire que l'oxygène, le carbone, les métaux, tout ce qui vous entoure, le Big Bang n'a pas fabriqué ça. Et pour une raison très simple, c'est qu'il s'est refroidi trop vite. L'expansion a été trop rapide et la recette de cuisine n'a pas pu mijoter. C'est comme si vous démarriez un lapin chasseur et puis à peine la casserole est chaude, vous la refroidissez avec des glaçons, et bien voilà, votre lapin chasseur ne sera pas cuit. Et le Big Bang n'a fait que de l'hélium et de l'hydrogène. Alors, vous savez pourquoi nous avons tous ces éléments, l'oxygène, le carbone, les métaux, c'est parce que tout ça s'est fait dans les étoiles. En fait, les étoiles, c'est un endroit où la matière s'effondre, ça devient très chaud. Ça fait un mini Big Bang à l'envers. Quand vous réfléchissez, une étoile, c'est un mini Big Bang à l'envers qui devient très chaud, elle a une espèce d'atome primitif. En fait, les réactions nucléaires font que ça ne peut pas devenir ponctuel. Et là-dedans, vous avez la recette de cuisine qui mijote. Et le soleil, par exemple, permet à la recette de cuisine de mijoter pendant à peu près près d'une dizaine de milliards d'années. Pendant ce milliard d'années, la recette de cuisine fabrique le carbone, les métaux, etc. Ce n'est pas le cas du Big Bang et les prédictions disent qu'il a fabriqué 80% d'hydrogène, 20% d'hélium, de petites traces de lithium et de toutes petites traces de deutérium qu'on arrive à prévoir très précisément. À ce moment-là, les astronomes tournent leur télescope dans l'espace pour chercher des nuages anciens, c'est-à-dire des nuages de gaz qui sont encore formés du gaz primordial, le gaz issu du Big Bang. Ils en trouvent. Et que trouvent-ils dans ces nuages? On sait par la lumière, la décomposition de la lumière, on sait de quoi sont formés les objets. Hein, par le spectre, il y a des signatures des éléments dans le spectre. Donc, par la lumière, on connaît la composition chimique. Et que trouve-t-il dans ce nuage? 80% d'hydrogène, 20% d'hélium, des traces de lithium et des traces extrêmement précisément mesurées de deutérium qui correspondent à la prévision. Alors ça, c'était une preuve, je dirais, déjà formelle, mais ceux qui étaient contre le Big Bang continuent leur dispute jusqu'en 1965, lorsque deux hommes, par hasard, mettent tout le monde d'accord. Alors, de quoi s'agit-il? Une autre prévision qu'on avait faite du Big Bang, c'est Georges Gamow qui avait prévu cela, c'est que le Big Bang, le gaz issu du Big Bang, au début, n'était pas transparent. Il était comme du brouillard. La lumière ne pouvait pas aller en ligne droite parce qu'il y avait des charges électriques. Et en fait, Gamow dit, mais attention, 380 000 ans après la naissance de l'univers, à un moment donné, tous les électrons sont captés par les noyaux atomiques et il n'y a plus de charge électrique. L'univers devient neutre, si vous voulez. Et à partir de ce jour, la lumière commence à traverser l'univers en ligne droite. C'est exactement la même chose lorsque vous êtes sur une route avec du brouillard. Vous ne voyez rien parce que la lumière ne chemine pas en ligne droite. Si tout d'un coup le brouillard se lève, eh bien, à un certain stade, il n'y a plus pas trop de particules d'eau et vous voyez clair parce que la lumière va en ligne droite. Eh bien, Gamow dit 380 000 ans après, il doit y avoir une lumière extrêmement intense parce qu'elle date des débuts, hein, qui se met à voyager en ligne droite. Cette lumière doit continuer à voyager aujourd'hui et cette lumière doit se trouver tout autour de nous. Nous devons baigner dans cette lumière. Alors,
Par contre, cette lumière, elle a voyagé presque 14 milliards d'années, donc 13 milliards d'années. Eh bien, cette lumière a été considérablement affaiblie par l'expansion de l'univers, c'est-à-dire qu'elle lutte contre l'expansion. La lumière vient vers nous, mais en même temps, l'univers part dans l'autre sens. Alors, il faut qu'elle pédale très vite, un peu comme un flamant rose qui irait vers vous, mais contrairement au vent, hein. Et donc, cette lumière s'affaiblit énormément, et aujourd'hui, ce ne sont plus des rayons lumineux, ce sont des micro-ondes, comme les micro-ondes du four à micro-ondes. Vous savez que les ondes radio sont de même nature que la lumière. Et donc, la lumière du Big Bang, ce qu'on appelle la lumière fossile, eh bien, doit être très, très affaiblie aujourd'hui. Alors, le hasard fait que ces deux hommes, Penzias et Wilson, récupèrent cette grosse antenne que vous voyez là, qui servait au tout premier satellite de communication. Vous avez peut-être en tête le nom de Echo 1, Echo 2, Telstar, ça vous dit peut-être quelque chose, les tout premiers satellites. Et on utilisait cette antenne pour recevoir les signaux des satellites. Alors, les deux hommes se mettent à observer l'univers avec ça, et il y a un bruit de fond dans toutes les directions. Au début, ils pensent que c'est une usine ou une pollution quelconque et ils ne trouvent rien. Et en fait, il y a ce bruit de fond partout. Et ce bruit de fond, c'est le rayonnement fossile. Au même moment, paraît, dans la même revue de l'astrophysique journal, paraît l'étude de Penzias et Wilson qui disent, voilà, il y a un bruit de fond qu'ils estiment à une certaine température, une certaine fréquence, si vous voulez. Et dans le même article de cette revue sort un calcul théorique qui est la prédiction du rayonnement fossile. On a donc la prédiction et la vérification qui sont publiées le même jour dans le même journal. C'est extraordinaire. Et là, c'est la fin pour les opposants du Big Bang. Le maître mourra l'année suivante et il aura eu la chance de connaître, de savoir qu'il avait raison. Page suivante. Alors ensuite, bon, on a pris, on a mesuré ce rayonnement et voyez-vous, on a envoyé des satellites et on a mesuré le rayonnement dans toutes les directions. Ce que vous voyez là, c'est le firmament. Il faut que vous imaginiez que c'est creux et que vous êtes au milieu. Et quand vous tournez les yeux vers le ciel, vous voyez ça. Vous voyez une sphère. Vous voyez une sphère qui est la voûte céleste, le firmament. Et dans cette sphère, vous avez de la lumière qui vient de partout, qui vient du Big Bang. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas un endroit précis pour le Big Bang, hein, et ça vient de partout. Et donc, cette lumière, elle vient vers vous et elle est plus ou moins chaude. C'est-à-dire que les zones que vous voyez en rouge et en jaune sont un peu plus chaudes et les zones bleues, c'est plus froid. Alors attention, on a considérablement renforcer les contrastes parce que, en fait, ce rayonnement-là qu'on mesure tout autour de nous, il est remarquablement homogène. En fait, si on parle en termes de température, c'est la même chose que pour les fréquences de radio ou les longueurs d'onde, hein. Si on parle en température, les fluctuations que vous voyez là sont du 10 millième de degré. Voilà, 10 millièmes de degré. Néanmoins, on renforce ces fluctuations parce qu'on en tire énormément d'enseignements. Je ne vous cache pas que cette carte, c'est la source principale de tout ce qu'on sait sur le Big Bang. Et elle est étudiée dans tous les sens. Et on envoie tous les 3 ou 4 ans un nouveau satellite pour prendre une image encore plus précise. Alors moi cette image, elle me rappelle une échographie. Parce que d'abord, à cette époque-là, l'univers n'était pas comme aujourd'hui, il n'y avait pas de galaxies ni d'étoiles. On voyait simplement ces fluctuations qui sont un peu l'amorce des galaxies. Et donc pour moi, cette image, c'est l'image de l'échographie d'un embryon. Lorsqu'on voit un embryon par échographie, on voit un être qui va se développer, mais on voit qu'il est tout à fait au début, son cœur est déjà formé, mais d'autres parties du corps ne sont pas formées. Eh bien, c'est la photo de l'embryon par échographie. Alors, on passe à la suite. Voilà. Bon,
bon, là, je vais très vite parce que les physiciens des particules, dont celui-là, Stephen Weinberg, se sont intéressés au tout début, aux 3 premières minutes du Big Bang. Et en fait, Stephen Weinberg, en utilisant la science, les bonnes équations qu'on connaît bien, a démontré que les particules étaient nées à partir du 10 milliardième de seconde. On a vu les premières particules apparaître. Ensuite, les protons, les neutrons, les noyaux atomiques. Et à 3 minutes, tous les noyaux atomiques du gaz en question, hélium et hydrogène, étaient constitués. Il a fallu par contre attendre 380 000 ans de plus pour que les atomes s'assemblent, et c'est lors de l'assemblage des atomes que l'univers est devenu transparent et qu'il nous a laissé cette photographie du rayonnement fossile. La suite. Alors moi, je donnerais un prix Nobel d'histoire à Stephen Weinberg, parce que c'est quand même extraordinaire. Dans son livre « Les 3 premières minutes de l'univers », il dépeint en 300 pages les 3 premières minutes qui se trouvent à 13,8 milliards d'années de nous. Ça, je trouve ça fantastique. Là, j'ai 2 personnages que je vous montre ici. Celui qui est un peu comme un saint, là, avec une auréole sur la tête, c'est Max Planck, qui est le fondateur de la mécanique quantique. Et à côté, Niels Bohr, qui est celui dont je vous disais qu'il a tenu tête à Einstein toute sa vie, comme l'abbé Lemaître. Et pourquoi j'ai mis leurs photos? Parce que ce sont les 2 pères de la mécanique quantique. Et je vous disais tout à l'heure que la mécanique quantique et la relativité ne sont pas compatibles. Ce sont 2 sciences incompatibles. Leurs bases mêmes sont contradictoires. Alors, ça ne gêne pas trop les scientifiques parce que ceux qui s'occupent des grands espaces, comme les cosmologistes, utilisent la relativité générale. Ceux qui sont dans la science des particules utilisent la mécanique quantique et tout le monde trouve son bonheur avec ça. Sauf que si on étudie le Big Bang ou si on étudie l'intérieur des trous noirs, alors là se passe un phénomène, c'est que on trouve dans ces 2 endroits, l'atome primitif et le trou noir, des champs de gravitation extrêmement puissants et on est obligé d'utiliser la relativité. En même temps, on descend à des échelles très petites. Vous voyez l'échelle qui est indiquée là, c'est 10 moins 33 cm, ça veut dire 1 millième de millième de millième de millième avec 33 zéros de centimètres. C'est l'échelle la plus petite qu'on puisse imaginer. Lorsqu'on arrive à cette échelle, les 2 théories explosent en vol. Autrement dit, il est impossible de voir clair avec, je ne parle pas d'instruments, je ne parle même pas d'équations, je parle de la connaissance humaine. Avec la connaissance humaine de ce 21e siècle, nous ne pouvons rien voir avant ce point de départ qui se trouvait très petit, à 10-33 cm. C'est ce qu'on appelle le mur de Planck. Avant le mur de Planck, c'est le noir absolu. On ne sait pas ce qu'il y avait. Et donc, je dis que cela, la frontière de notre connaissance est là, et même si certains, comme les frères Bogdanov ou Stephen Hawking, font des livres sur l'avant-Big Bang et ce qui s'est passé au Big Bang, ils sont dans le brouillard le plus total. La connaissance humaine ne peut rien dire de cette période-là. Alors, pourquoi j'insiste tant? C'est parce que si vous êtes croyant et que vous dites le Big Bang, c'est l'origine, eh bien, personne ne peut vous dire le contraire. Voilà donc aujourd'hui où nous en sommes. Avant le mur de Planck, on ne sait rien. L'origine même, on ne sait rien. Ensuite, on sait comment se sont formées les particules. Alors, ça me rappelle cette phrase d'un autre pape, c'est Jean-Paul II, qui reçoit la visite de Stephen Hawking. Et sur le perron, en le raccompagnant, il lui glisse à l'oreille: « Alors, monsieur Hawking, nous sommes bien d'accord. Avant le Big Bang, c'est nous, et après le Big Bang, c'est vous. » Voilà, ça, je pense que ça résume bien les choses, avec quand même une remarque, je suis encore insistant là-dessus, mais c'est que l'origine elle-même nous est cachée. Voilà.
Et je pense qu'elle risque de rester cachée aussi longtemps que l'homme existera. Ce qui veut dire que voir la création dans le Big Bang ou voir ou ne pas la voir, c'est une question qui, à mon avis, est éternelle. Page suivante. Alors, la science progresse, mais les grandes questions subsistent. Vous voyez sur cette icône cet abbé qui passe la tête en dehors de la voûte céleste pour voir ce qu'il y a derrière. Eh bien, aujourd'hui, on pourrait faire le même dessin avec Stephen Hawking passant la tête à travers le mur de Planck pour voir ce qu'il y a derrière. Donc, les grandes questions subsistent. Bon, les grandes que j'ai abordées plus ou moins en filigrane aujourd'hui, ce sont les suivantes. Au début, la petite parcelle du début, l'atome primitif, que je qualifierais de parcelle d'énergie, parce qu'il n'y avait pas encore de particules dedans, hein. C'était juste de l'énergie pure, c'était du vide. On parle d'un vide plein, parce qu'il y avait quand même quelque chose dedans. Et en particulier, ce vide disposait déjà en lui-même des lois de la physique. Autrement dit, moi je rapproche ça un peu à l'ADN de la petite cellule unique qui est l'œuf fécondé qui donne naissance à un être humain. Vous avez une cellule unique, l'œuf fécondé, dans lequel il y a une information, c'est l'ADN, et l'information qui est comprise dans cette cellule va donner un être humain complet. Et bien là, je dis que la petite parcelle du début donne un univers complet. Il y a de quoi s'interroger. Si on revient sur les lois physiques, un physicien disait un jour, les lois physiques peuvent s'écrire sur le dos d'un t-shirt. Effectivement, qu'est-ce que c'est que les lois physiques? Vous avez les lois de Newton, il n'y a pas grand-chose, hein. Vous avez les lois d'Einstein, l'équation que vous avez vue tout à l'heure, E égale mc2. Vous avez l'équation de Schrödinger pour la mécanique quantique. Et on peut ajouter 4 ou 5 lois de la thermodynamique qu'on a inventées au 19e siècle quand on faisait les machines à vapeur. Tout ça, ça peut s'écrire sur le dos d'un t-shirt. Et donc, de là naît une autre question qui, je ne vous le cache pas, est au centre du second livre que je suis en train d'écrire. C'est comment des lois physiques aussi simples peuvent fabriquer une complexité aussi grande. Et dans mon livre Les clés secrètes de l'univers, on voit comment se fait toute cette complexité. On la découvre page après page. Et toute cette complexité se déroule. Et quand on pense que tout ça vient d'une toute petite partie de rien, d'énergie dans laquelle il y a des lois physiques qui s'écrivent sur le dos d'un t-shirt, comment est-ce possible? Voilà. La dernière chose qui est apparue ces 20-30 dernières années, qui est quelque chose qui interpelle énormément, c'est que l'univers est extrêmement ajusté. L'univers, je vous disais qu'il y avait très peu de lois physiques, il y a aussi peu de paramètres, il y a 30-40 paramètres qui définissent l'univers, hein. La taille du proton, la masse de l'électron, il y a 30-40 paramètres. Si vous prenez l'un quelconque de ces paramètres et vous le décalez ne serait-ce que de 10%, par exemple la masse de l'électron, vous la poussez de plus de 10% au moins 10, eh bien vous avez un univers qui devient chaotique. Soit chaotique, c'est-à-dire comme par exemple une masse chaude comme c'était au début de l'atome primitif, soit complètement froid, dans lequel il n'y a pas de chimie, pas de complexité. Et la formule qu'on emploie pour ça, c'est de dire que l'univers est très finement ajusté entre le chaos et l'ordre. Trop d'ordre, c'est la mort. Tout est froid, il ne se passe rien. Trop de chaos, tout est mort. Et l'univers est très finement ajusté entre les deux. Alors, moi je dis, à partir de là, je dis que l'histoire naturelle, telle que je l'ai décrite dans mon livre, je ne dirais pas qu'elle nous éclaire sur ces questions-là, mais en tout cas, elle contraint notre pensée. Si l'on tient compte de ce qui existe, si l'on tient compte de tout ce que l'on peut observer, on ne peut pas penser n'importe quoi. Et donc, la contrainte est pensée. Et la pensée est contrainte, pardon. Que ce soit la pensée religieuse ou que ce soit la pensée athée. Et je vais me risquer maintenant à vous donner un tableau un petit peu des deux cas.
en respectant totalement les deux opinions, mais en disant attention, la pensée est contrainte. Alors, qu'est-ce que ça veut dire dans le cas de la pensée religieuse? La page suivante. Dans le cas de la pensée religieuse, eh bien, moi je dis que dans toute cette histoire naturelle qu'on n'a pas déroulée aujourd'hui, on n'en a déroulé que les premiers chapitres, je ne vois pas un coup de pouce à un moment d'un Dieu qui serait interventionniste. Alors attendez, bien sûr, je ne dis pas qu'il n'y a pas une intention, qu'il n'y a pas un scénario qui a été écrit par Dieu, qu'il n'y a pas un Dieu immanent qui est un petit peu derrière toutes les choses, tout ça est fort possible, mais pas d'intervention physique. Je prends par exemple l'apparition de la vie. Ça reste encore un mystère épais, hein, il faut bien l'avouer, mais on voit quand même, touche par touche, comment une chimie complexe peut se développer dans les cheminées hydrothermales, comment cette chimie peut donner naissance aux macromolécules, dans les macromolécules, il y a des protéines, il y a des nucléotides, enfin de l'ADN, de l'ARN. On voit comment tout ça peut s'encapsuler ensuite dans des gouttes de lipidiques, et on a ainsi la première cellule. On comprend que ces protocellules peuvent ensuite entrer en concurrence par phénomène darwinien, etc. Autrement dit, on voit une continuité, si vous voulez, et pas un coup de pouce. Donc, moi, je pense, et c'est une idée personnelle, hein, vous n'êtes pas obligé de la suivre, mais je pense que ce que nous enseigne l'univers, c'est que si Dieu existe, il a créé les choses en amont, il a laissé l'univers se développer tout seul. Par contre, évidemment, lorsque l'homme a fini par apparaître, l'homme est entré en communion avec Dieu, s'est rapproché de lui. Et cette conception de Dieu, c'est ce qu'on appelle une philosophie déiste, c'est-à-dire d'un Dieu non interventionniste, au contraire des théories théistes. Par exemple, le Dieu qui fait des miracles, lui, c'est une conception théiste. Et je dois dire que cette conception est relativement moderne dans la mesure où on la retrouve en général chez les savants qui sont croyants. En général, ils sont dans cette lignée-là. Et ben, le premier, c'était le maître finalement. Le maître qui disait non, non, la création est ailleurs et l'intervention de Dieu est ailleurs. Alors évidemment, il n'empêche que pendant tout ce temps, ça a duré 13,8 milliards d'années, je n'exclus pas qu'il y ait une vie spirituelle, qu'il y ait autre chose que moi je ne connais pas en tant que scientifique. Je ne peux pas l'exclure. C'est autre chose. Alors maintenant, la pensée athée, eh bien, je dis qu'elle est tout aussi contrainte. Page suivante. Elle est tout aussi contrainte. Alors là, je vais remonter dans les années 70. Dans les années 70, certains grands esprits comme Stephen Weinberg, qu'on a vu tout à l'heure, qui a décrit les 3 premières minutes de l'univers, ou bien Jacques Monod, dans les années 70, certains disaient l'univers est simplement un coup de hasard. C'est un tirage au hasard qui est tombé comme ça. Comme c'était un peu l'époque du nihilisme de Sartre aussi, les deux mêmes, Weinberg et Monod, ont dit quelque chose contre lequel je tiens à m'insurger violemment. Ils ont dit, plus on étudie l'univers, plus on se rend compte qu'il est dénué de sens. Et ça, c'est exactement l'opposé de tout ce que j'ai fait. Ça fait 40 ans que j'étudie la cosmologie, la biologie, le cerveau humain, etc. Et plus j'avance dans la connaissance de tout cela, plus j'y vois un sens. Et donc, dire que l'univers est dénué de sens me paraît la pire des horreurs. Voilà. Alors, ce qui me paraît aussi faux, c'est l'idée qu'un monde comme celui-là ait pu naître comme ça de rien par un coup de chance. Et ça, c'était peut-être pas visible à l'époque de Weinberg et de Monod, mais aujourd'hui, c'est tout à fait visible. L'univers, je vous le disais, est extrêmement ajusté, très finement ajusté, très improbable. Et donc, on ne peut pas imaginer qu'un univers aussi improbable puisse d'un seul coup sortir comme ça. Alors,
le grand thème à l'époque de Monod, c'était le hasard. En fait, derrière leur philosophie un peu sartrienne, c'est surtout ne pensez pas que l'univers est né de Dieu. Non, 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 l'univers est né du hasard. Et c'est le hasard qui a fait l'univers. Alors moi, je contrains la pensée athée en disant non, non, attention, si vous dites qu'il est né comme ça, ce n'est pas possible. Pas possible. Alors, je veux bien que ce soit le hasard, mais si c'est le hasard, cela ne peut être qu'un tirage parmi des milliards et des milliards d'autres. Il faut imaginer des milliards et des milliards de tirages pour qu'il y en ait un seul qui donne un univers comme le nôtre. De là naît une théorie qui est assez en vigueur aujourd'hui, mais que l'on ne peut pas prouver. Hein. Je suis là dans les croyances. La page d'avant, on était dans les croyances religieuses. Là, je suis dans d'autres types de croyances. Mais on est toujours dans les croyances. C'est l'idée du multivers. L'idée, c'est qu'il y aurait un méta-univers qui est très, très grand. Le mot grand n'ayant d'ailleurs aucun sens, mais un méta-univers qui fabriquerait en permanence des bulles qui seraient des univers comme le nôtre. Imaginez une coupe de champagne, vous avez une bulle qui monte, et bien c'est notre univers. Une autre bulle, c'est un autre univers. Vous avez ainsi des univers. Et chaque univers émanant de ce méta-univers qui serait, à mon sens, chaotique, serait un petit échantillon qui, lui, en connaissant l'inflation que l'expansion, donnerait des univers avec des lois physiques différentes à chaque fois. Et parmi toute cette variété de milliards d'univers, on peut concevoir que certains, en très très petit nombre, disposeraient des qualités qui permettent de faire apparaître la complexité d'abord, la vie ensuite, l'homme après, etc. Et donc, très peu seraient fertiles. Et il ne faut pas nous étonner dans ce cas-là d'être dans un univers fertile, puisque nous n'aurions jamais pu naître dans un autre. Et donc, c'est ce qu'on appelle le principe anthropique faible. Je termine en précisant que nous ne connaîtrons jamais ces univers, car il s'agit d'espaces-temps différents. Hein. Chaque bulle est un espace-temps différent avec lequel notre bulle n'a pas de chance de communiquer. On est donc vraiment dans la croyance tout à fait religieuse dans un sens. Alors voilà, j'espère avoir donné un peu un sens à tout cela. Et à titre de conclusion, je reprends le mot sens pour vous dire, parce que j'y ai beaucoup réfléchi, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est le sens? Weinberg et Monod disent que l'univers n'a pas de sens. Alors, moi, je dis qu'il en a un. On peut aller à la dernière page? Oui, nous le pouvons. Et à titre de conclusion, voilà ce que je dirais. Le sens de l'univers n'est pas un absolu, quelque chose qui puisse s'imposer. On peut en parler, bien sûr, mais ce n'est pas une donnée absolue. C'est une donnée qui est relative et qui naît de la relation entre chaque individu, j'insiste bien, un individu, chaque individu, sa relation avec la nature ou bien Dieu, ou les deux à la fois. Je dis ça parce qu'un jour, je faisais une conférence et puis une personne m'a dit « Mais vous parlez d'un méta-univers, mais si c'était Dieu le méta-univers ?» Ah bah oui, exactement. Donc je parle de la nature, de la relation entre chaque individu et la nature ou bien de Dieu. Et je dis que c'est une notion purement individuelle. Si donc vous me questionnez sur le sens de l'univers, eh bien ma réponse, ce sera « Mais vous, quel sens lui donnez-vous »